Après avoir décrit les caractéristiques de l'échantillon, on procède souvent à l'inférence statistique qui se décline essentiellement en deux volets, l'estimation d'un paramètre et le test d'hypothèse, qui repose essentiellement sur le concept de distribution d'échantillonnage. En fait, c'est ce concept de distribution d'échantillonnage qui permet de calculer l'intervalle de confiance d'une moyenne ou d'une proportion, mais aussi de prendre une décision quant à l'acceptation ou au rejet de l'hypothèse. Revenons à notre sondage qui portait sur l'appui au gouvernement Legault, où essentiellement 80% des 1000 Québécois sondés approuvaient la gestion de la pandémie. En fait, il faut s'assurer que ce pourcentage, 80%, reflète bien le vrai pourcentage au niveau de la population québécoise dont est issu cet échantillon constitué de 1000 Québécois. Autrement dit, ce qui nous intéresse vraiment à travers ce sondage, ce n'est pas ce qui se passe dans l'échantillon, mais ultimement ce qui se passe dans l'ensemble de la population québécoise. Eh bien, c'est l'objet effectivement de l'inférence statistique, qui consiste donc à partir des informations obtenues au niveau de l'échantillon à inférer, généraliser ces informations à la population dont est issu cet échantillon. Toutefois, le fait de sélectionner tel individu plutôt que d'autres individus, de considérer tel échantillon plutôt qu'un autre échantillon, occasionne une erreur, précisément une erreur d'échantillonnage que l'on cherche à évaluer en inférence statistique. Alors, je reviendrai plus tard sur ce concept d'erreur d'échantillonnage. En attendant, précisons que l'estimation inférentielle se décline essentiellement en deux volets, l'estimation d'un paramètre et le test d'hypothèse. Dans le cas de l'estimation d'un paramètre, l'idée effectivement est de partir d'une statistique calculée sur des données d'échantillon de façon à estimer, connaître le paramètre d'une population étudiée. Et donc ici, on part du particulier au général, précisément d'une valeur empiriquement observée à une valeur théoriquement inconnue. En test de validation d'hypothèse, on procède autrement. Donc c'est un peu le contraire. On formule une hypothèse générale concernant une population en tant que paramètre supposé. Ensuite, on cherche à valider ce paramètre supposé de la population à l'aide d'une statistique calculée sur des données d'échantillon. Et donc, on part du général au particulier, d'une valeur théoriquement inconnue à une valeur empiriquement observée. Puisque ce cours est axé essentiellement sur les tests d'hypothèse, on va les aborder au fur et à mesure des séances, alors j'aimerais parler assez rapidement de l'estimation d'un paramètre. Pour l'illustrer, on va partir d'un sondage réel qui a été effectué par Statistique Canada chez les jeunes Canadiens de la 5e à la 9e année. Alors ici, on s'intéresse essentiellement au tabagisme auprès d'un échantillon de 1500 enfants. Si la variable est qualitative, comme la proportion de fumeurs, eh bien, on peut connaître cette proportion. Par exemple, 13% des enfants de cet échantillon fument du tabac. Si la variable est quantitative, comme l'âge d'initiation chez les fumeurs, eh bien, on peut connaître l'âge moyen, en l'occurrence 11,3. Eh bien, ces valeurs, en l'occurrence 13% et 11,3 ans, parce qu'elles sont calculées sur des données d'échantillons, sont appelées statistiques. Dans bien des cas, on ne se contente pas de la simple description des caractéristiques de l'échantillon. Disons que c'est la première étape. Mais par la suite, on cherche souvent à savoir si effectivement ces statistiques reflètent les vraies valeurs au niveau de la population. Autrement dit, est-ce que les statistiques de l'échantillon correspondent aux paramètres de la population? Évidemment, en voulant estimer le paramètre d'une population à partir d'une statistique de l'échantillon, nous commettons une erreur. En fait, nous pouvons nous tromper. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'étude porte essentiellement sur un échantillon, soit une portion d'une
population. De telle sorte que, tout naturellement, il y aura un écart entre les statistiques de l'échantillon et les paramètres de la population. Eh bien, on peut faire l'analogie avec l'image que l'on tente d'agrandir. En l'occurrence, plus on agrandit une image numérique, eh bien, plus la photo devient imprécise. Donc, plus l'image devient moins nette, floue. Et de la même façon, plus on tente de généraliser les résultats d'un échantillon à la population, plus on perd en précision. Et bien justement, cette imprécision, cet écart entre les statistiques et les paramètres qu'on appelle erreur d'échantillonnage ou marge d'erreur que l'on cherche précisément à estimer, à mettre en évidence en inférence statistique. En particulier, une estimation de paramètres dont le but est de savoir dans quelle mesure la proportion 13% et la moyenne 11,3 reflètent la vraie proportion ou la vraie moyenne qui serait obtenue si l'étude portait sur l'ensemble de la population canadienne. Et donc, pour que l'inférence statistique soit fiable, il faut satisfaire au moins à deux conditions. La première condition réfère à la taille de l'échantillon. Alors, les statisticiens ne s'entendent pas beaucoup sur cette question. Pour certains, il faut minimalement 30 cas, pour d'autres 50 cas, pour d'autres encore 100 cas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on veut procéder à l'inférence statistique, en aucun cas, on ne peut utiliser un échantillon dont la taille est inférieure à 30. Donc, il faut minimalement 30 cas pour pouvoir procéder à l'inférence statistique. Pourquoi? Parce que les caractéristiques de l'échantillon se rapprochent d'autant plus de celles de la population que la taille de l'échantillon est grande. C'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres. Autrement dit, plus la taille de l'échantillon est grande, plus les caractéristiques de l'échantillon vont être similaires à celles de la population. Et par rapport à l'analogie de l'image numérique, vous savez qu'une image numérique est constituée de pixels. Alors, plus le nombre de pixels d'une image numérique est important, eh bien, plus l'agrandissement sera plus fiable, c'est-à-dire moins imprécis. Mais de la même façon, plus la taille de l'échantillon est grande, plus la généralisation des résultats de l'échantillon à la population sera fiable et donc moins imprécise. Et par conséquent, la taille de l'échantillon est à l'inférence statistique, ce que le nombre de pixels est à l'agrandissement numérique. Et donc, de manière générale, il vous appartient, en tant qu'analyste-chercheur, de faire un compromis entre ce qui est souhaitable sur le plan statistique et ce qui est faisable selon vos propres moyens. La deuxième condition réfère au caractère aléatoire de l'échantillon. Donc, il faut que l'échantillon soit aléatoire et non empirique pour pouvoir procéder à l'inférence statistique. Dans le cas d'un échantillon aléatoire ou probabiliste, les individus de l'échantillon sont choisis au hasard, au sens statistique du terme. Autrement dit, les individus sont tirés au sort à partir d'une base de sondage, de telle sorte que, dans le cas d'un échantillon aléatoire, chaque individu a une même chance de faire partie de l'échantillon. Une même chance non nulle et indépendante d'être sélectionné. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en général, les statisticiens pensent qu'un échantillon aléatoire est représentatif ou a tendance à être représentatif de la population dont est issu cet échantillon. Et donc, si un échantillon aléatoire tend à la longue à être représentatif, eh bien, on peut croire qu'une statistique de l'échantillon est assez fiable pour aider à estimer le vrai paramètre au niveau de la population. De même, avec un échantillon aléatoire, on peut déterminer la probabilité qu'un individu fasse partie de l'échantillon. C'est petit n sur grand N. Et donc, puisqu'on peut déterminer la probabilité qu'un individu fasse partie de l'échantillon, eh bien, on peut calculer avec un certain degré de certitude l'écart ou l'erreur entre la statistique de l'échantillon et le paramètre de la population qu'on cherche à estimer. L'exemple typique d'un échantillon aléatoire est ce qu'on appelle l'échantillon aléatoire simple, qui est le plus souvent utilisé, qui consiste simplement à appliquer le principe du chapeau. Autrement dit, vous mettez tous les individus
avec leur numéro dans un chapeau et vous tirez au sort jusqu'à atteindre la taille d'échantillon désirée. C'est tout à fait le contraire d'un échantillon empirique où effectivement les individus sont choisis de façon délibérée, parfois arbitrairement, parfois de façon raisonnable. Souvent, c'est le chercheur qui se fixe des critères et va sélectionner les individus qui satisfont à ces critères, de façon à obtenir un échantillon caractéristique de la population, mais pas forcément représentatif de la population d'appelés statisticiens. Et donc, l'inconvénient majeur de l'échantillon empirique, c'est que non seulement chaque individu n'a pas la même chance de faire partie de l'échantillon, et pour certains même, la chance de faire partie de l'échantillon est nulle, mais aussi on ne peut pas déterminer la probabilité qu'un individu fasse partie de l'échantillon, parce qu'il y a beaucoup d'aléas, beaucoup d'impondérables qu'on ne maîtrise pas dans le cadre d'un échantillon empirique. Donc, tous les individus ne vont pas avoir la même équiprobabilité de faire partie de l'échantillon. Et donc, c'est la raison pour laquelle il n'est pas conseillé d'utiliser l'inférence statistique dans le cadre d'un échantillon empirique. Par contre, si malgré tout, vous souhaitez utiliser l'inférence statistique dans le cadre d'un échantillon empirique, il faut être conscient des limites d'une telle inférence statistique. Et donc, de manière générale, il faut que l'échantillon soit de grande taille et aléatoire pour pouvoir procéder à l'inférence statistique, en particulier à l'estimation d'un paramètre. Revenons à notre sondage qui portait sur 1500 enfants canadiens et qui montrait que 13% de ces enfants fument du tabac. On peut croire que la statistique 13% reflète le vrai paramètre de la population et avancer par conséquent que 13% en fait concerne toute la population canadienne. Mais pour avoir confiance en cette statistique comme reflétant le vrai paramètre au niveau de la population, il faut satisfaire les deux conditions que nous venons de voir tout à l'heure. Il faut que l'échantillon soit aléatoire, ce qui est le cas, la taille de l'échantillon soit grande, ce qui est le cas ici. Et par conséquent, on peut avoir confiance en ce qu'on appelle cette estimation ponctuelle. Donc, il faut tout simplement à se référer à la statistique de l'échantillon pour la généraliser à l'ensemble de la population. Mais il y a un problème avec l'estimation ponctuelle. C'est qu'elle postule qu'il y a une égalité ici entre la proportion au niveau de l'échantillon, 13%, et la vraie proportion au niveau de la population. Or, l'égalité est rarement vraie. Au niveau de toute la population canadienne, certainement, la vraie proportion peut être supérieure à 13% ou inférieure à 13%. Et donc, lorsqu'on cherche effectivement à mettre en évidence les deux valeurs qui encadrent un paramètre recherché au niveau de la population, on fait de l'estimation par intervalle de confiance. En l'occurrence, ici, on aurait pu avancer que la population de jeunes fumeurs de la 5e à la 9e année, chez les Canadiens, c'est l'ensemble des Canadiens, est de 13%, avec une marge d'erreur de plus ou moins 2%. Ben, 13 plus ou moins 2, c'est entre 11% et 15%. Voilà ce qui est un peu plus précis, puisqu'on intègre ici l'idée d'erreur. Le niveau de confiance étant fixé ici à 95%, précisément 95 fois sur 100. Mais d'où vient 95% au niveau de confiance? Et surtout, comment calculer la marge d'erreur qui permet d'obtenir l'intervalle de confiance? Pour répondre à cette question, les statisticiens ont forgé un concept novateur, le concept de distribution d'échantillonnage. Eh bien, jusque-là, nous savons ce qu'est une distribution d'une population. C'est la façon dont les scores sont distribués dans une population et ça donne un paramètre. Une distribution d'échantillons, c'est la façon dont les scores sont distribués dans un échantillon et ça donne une statistique. Ce qui est nouveau pour nous, à date, c'est le concept de distribution d'échantillonnage. Alors, retenez tout simplement pour le moment que ce concept de distribution d'échantillonnage nous permet de passer de l'échantillon à la population. Alors, comment passer maintenant de l'échantillon à la population? Eh bien, c'est l'une des questions les plus complexes en statistique. Et si vous la maîtrisez, cette question, eh bien, vous maîtrisez l'essentiel des statistiques. Parce que l'essentiel des statistiques repose pratiquement sur le concept de distribution d'échantillonnage. En tout cas, l'essentiel des statistiques inférentielles. Pour illustrer le concept de distribution d'échantillonnage, alors on va partir d'une situation très simple. Supposons qu'on ait une population constituée de 3 individus, A, B, C,
avec le score respectif. 1, 2, 3. Supposons maintenant qu'on tire un échantillon aléatoire constitué de 2 individus. Et supposons qu'on tombe sur l'échantillon AB. Donc, le caractère aléatoire de l'échantillonnage a fait de telle sorte qu'on tombe sur cet échantillon AB. Mais on aurait pu tomber sur l'échantillon AC comme sur l'échantillon BC. Eh bien, tous ces 3 échantillons possibles, c'est ce qu'on appelle une distribution d'échantillons. Autrement dit, la façon dont ces 3 échantillons possibles sont distribués, eh bien, c'est ce qu'on appelle distribution d'échantillonnage. Remarquez avec moi que nous venons de passer de l'échantillon qui a été observé à la population dont est ici cet échantillon observé. C'est qu'on va imaginer tout simplement reproduire tout l'échantillon qu'il est possible de former dans une population donnée et voir comment se comportent ces distributions. On va assez rapidement essayer d'appliquer ce raisonnement assez simple à une situation plus complexe mais concrète de façon à en déduire ce qu'on appelle le théorème central limite. Donc, on revient à notre problème de départ. Donc, on s'intéresse ici aux fumeurs. Donc, nous savons qu'on a 195 fumeurs dans un échantillon constitué de 1500 jeunes Canadiens. Et donc, parmi ces 195 fumeurs, quel est l'âge d'initiation en moyenne? Et donc, le hasard de l'échantillonnage a fait de telle sorte qu'on soit tombé sur un échantillon qui donne un âge moyen d'initiation de 11,3 ans. Autrement dit, les enfants de l'échantillon qui a été observé s'initient à la cigarette autour de 11,3 ans. Donc, c'est l'âge moyen d'initiation à la cigarette. Et ça, c'est la moyenne qui a été obtenue auprès de l'échantillon qui a été constitué. Mais on aurait pu tomber sur notre échantillon qui nous donne une moyenne de 11 ou un autre échantillon qui donne une moyenne de 12 encore et encore. Eh bien, l'ensemble de ces moyennes d'échantillons possibles, c'est ce qu'on appelle distribution d'échantillonnage, tout simplement. Donc, la façon dont toutes ces moyennes d'échantillons sont distribuées, c'est ce qu'on appelle distribution d'échantillonnage. Ce qui est intéressant avec ce concept, c'est que si vous calculez la moyenne de toutes ces moyennes d'échantillons possibles, vous allez retrouver la moyenne de la population étudiée ici. Alors, essayons maintenant d'illustrer visuellement la distribution d'échantillonnage des moyennes d'échantillons possibles. En l'occurrence, d'après l'échantillon qui a été constitué, la moyenne est de 11,3 ans. Donc, l'âge moyen d'initiation à la cigarette. Donc, ça, c'est la moyenne qui a été observée au niveau de l'échantillon qui a été obtenu. Posons-nous la question de savoir, et si on devait répéter l'expérience de sélection de l'échantillon 100 fois, ou presque à l'infini? Et donc, on pourrait se retrouver avec un échantillon qui a telle moyenne, un autre échantillon qui a telle autre moyenne. Ce qui est sûr, c'est que la plupart des échantillons auraient des moyennes très proches de la moyenne qui a été observée, aussi longtemps que l'échantillon est aléatoire et de grande taille. Et très peu d'échantillons auraient vraiment des moyennes qui s'écartent de la moyenne qui a été observée. De telle sorte que si vous représentez la distribution de toutes les moyennes d'échantillons possibles, vous allez retrouver un modèle qu'on peut prédire à tous les coups. C'est le modèle normal. Par conséquent, la distribution des moyennes d'échantillons possibles suit naturellement une distribution normale. Autrement dit, même si la distribution de la variable âge ici au niveau de l'échantillon n'est pas normale, lorsqu'on cherche à généraliser ce résultat à l'ensemble de la population et qu'on utilise le concept de distribution d'échantillonnage, eh bien, ça va finir par suivre une distribution normale. Encore une fois, en notant que la taille de l'échantillon soit grande et que l'échantillon soit aléatoire. Voilà qui est très intéressant. Premier élément du théorème central limite, c'est que la moyenne de toutes les moyennes d'échantillons possibles est égale à la moyenne de la population. Et donc, si on peut calculer la moyenne de toutes les moyennes d'échantillons possibles, eh bien, on peut aussi calculer l'écart type de toutes ces moyennes d'échantillons possibles. Autrement dit, les 68% des données qui sont comprises à plus ou moins un écart type de la moyenne qui a été observée. Eh bien, pour trouver l'écart type de toutes les moyennes d'échantillons possibles,
vous prenez l'écart type de la population et vous le relativisez par la racine carrée de l'échantillon. Ou vous prenez la variance divisée par l'échantillon et vous calculez la racine carrée. Vous obtenez ce qu'on appelle l'écart type de toutes les moyennes d'échantillons possibles. Et l'écart type de toutes les moyennes d'échantillons possibles est appelé erreur type. Donc l'erreur type, c'est le terme technique qui symbolise l'écart type de toutes les moyennes d'échantillons possibles. Par conséquent, si on devait répéter l'expérience de sélection de l'échantillon 100 fois, on est sûr à 108% que la vraie moyenne de la population canadienne va se trouver dans cet intervalle. Autrement dit, à plus ou moins un écart type de la moyenne observée, ou si vous voulez, plus ou moins une erreur type de la moyenne qui a été observée. Et par conséquent, l'erreur type, c'est une forme de marge d'erreur à 108%. 108%, c'est quand même assez faible comme niveau de confiance, et donc c'est la raison pour laquelle on va vouloir augmenter le niveau de confiance, par exemple à 95%. Nous savons que si on devait répéter l'expérience de sélection de l'échantillon 100 fois, 95% des échantillons auraient des moyennes comprises à plus ou moins 1,96 écart type de la moyenne qui a été observée. Eh bien, encore une fois, on peut être sûr à 95% que la vraie moyenne va se trouver dans cet intervalle. Et si on veut être sûr à 99%, eh bien, nous savons qu'encore une fois, lorsqu'on répète l'expérience de sélection de l'échantillon 100 fois, eh bien, 99 fois sur 100, eh bien, la moyenne de la population va se trouver dans cet intervalle à plus ou moins 2,58 écart type, ou si vous voulez, erreur type de la moyenne qui a été observée. Et bien sûr, à partir de là, on peut facilement calculer la marge d'erreur. Pour calculer la marge d'erreur avec un niveau de confiance de 95%, vous prenez le score Z 1,96 fois l'erreur type. On veut être sûr à 99%, bien prenez le score Z 2,58 multiplié par l'erreur type et vous avez la marge d'erreur à 95%. Mais voilà, vous venez d'accéder à l'intelligence même de l'estimation par intervalle de confiance et de manière générale, l'intelligence de l'inférence statistique. Donc, pour connaître les limites inférieures et supérieures de l'intervalle de confiance, il faut prendre la moyenne plus ou moins la marge d'erreur. Autrement dit, 1,96 fois l'erreur type pour un niveau de confiance de 95%. Pour un niveau de confiance de 99%, il faut considérer plutôt le score Z 2,58. C'est une constante, ça ne change pas. Et donc ici, les termes clés, c'est niveau de confiance et marge d'erreur. Donc la marge d'erreur se calcule en fixant le niveau de confiance. Par défaut, en sciences sociales, on considère 95% comme niveau de confiance minimalement acceptable, étant entendu qu'on peut se donner un niveau de confiance de 99% si on est confiant en nos résultats. L'exercice est clair, on va essayer d'appliquer nos connaissances et revenir au sondage aléatoire montrant que chez les 195 fumeurs canadiens, de la 5e à la 9e année, l'âge moyen d'initiation est de 11,3 ans, avec un écart type de 1,9 ans. Estimé par intervalle de confiance à 95% la vraie moyenne dans la population. Autrement dit, quelle est la plus petite moyenne et la plus grande moyenne échantillonnale que le hasard peut donner au niveau de la population canadienne? Eh bien, pour répondre à cette question, première étape, eh bien, vous calculez l'erreur type. Vous pouvez faire l'exercice avec moi. Vous pouvez appuyer sur pause et faire l'exercice. Donc, vous calculez l'erreur type, donc, qui consiste à prendre l'écart type de la population divisé par la racine carrée de petit n. Alors ici, on n'a pas l'écart type de la population, mais on a l'écart type de l'échantillon. Et on en a parlé lorsque nous abordions la variance, c'est que la variance de l'échantillon est un estimé non biaisé de la variance de la population. Rappelez-vous, lorsque nous calculions la variance, nous avons pris la somme des carrés divisé par le n-1. Autrement dit, nous avions retranché 1 de la taille de l'échantillon. C'est cela qui nous permettait en fait d'avoir une variance non biaisée, autrement dit une variance similaire à celle de la population. Et par conséquent, ici, l'écart type de l'échantillon est un estimé non biaisé de l'écart type de la population. Et donc ici, on va remplacer l'écart type de la population par l'écart type de l'échantillon tout simplement. Ici, l'écart type de l'échantillon est de 1,9. Eh bien, on va diviser par la racine carrée de l'échantillon des fumeurs, 195. Le résultat sera l'erreur type. Donc ici, l'erreur type est de 0,14. Autrement dit, si on devait répéter 100 fois l'expérience de sélection de l'échantillon,
on est sûr au moins à 68% que la vraie moyenne va se situer à 11,3 plus ou moins 0,14. Mais il s'agit effectivement d'un niveau de confiance très faible, de 68%. Si on veut être sûr à 95%, il faut multiplier cette erreur type par le score Z 1,96 de façon à retrouver la marge d'erreur à 95%, soit 0,30. Et donc, on est sûr au moins à 95% que la vraie moyenne va se situer à 11,3 plus ou moins 0,3. Eh bien, on peut à partir de là calculer l'intervalle de confiance en prenant la moyenne qui a été observée, c'est-à-dire 11,3 moins 0,3, donc on obtient 11. 11,3 plus 0,3, on obtient la limite supérieure 11,6. Et on peut représenter graphiquement l'intervalle de confiance de façon à mieux comprendre l'intelligence sous-jacente à l'estimation par intervalle de confiance. En l'occurrence, on est sûr au moins à 95% que l'âge moyen d'initiation de la population jeune étudiée se situe entre 11 et 11,6 ans. Vous aurez compris que interpréter la marge d'erreur, c'est aussi interpréter l'intervalle de confiance. Alors, généralement, dans les médias, on préfère rapporter la marge d'erreur, contrairement dans les milieux académiques où on préfère surtout rapporter l'intervalle de confiance. Mais la marge d'erreur et l'intervalle de confiance donnent la même information sur une base différente, tout simplement. Qu'en est-il maintenant lorsqu'on s'intéresse à une variable qualitative comme la proportion de fumeurs chez les jeunes étudiés, en l'occurrence nos 1500 jeunes de départ? Le caractère aléatoire de l'échantillonnage a fait de telle sorte qu'on tombe sur un échantillon de 1500 jeunes qui donne une proportion de fumeurs de 13%. Mais on aurait pu tomber sur notre échantillon qui donne une proportion de 14%. Encore. La façon dont sont distribuées toutes ces proportions d'échantillons possibles, c'est ce qu'on appelle distribution d'échantillonnage. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que la moyenne de toutes ces proportions d'échantillons possibles sera toujours égale à la proportion de la population, pi. Alors, on va illustrer assez rapidement, comme tout à l'heure, la distribution d'échantillonnage de la proportion observée, donc qui est ici de 13%. Donc, d'après l'échantillon qui a été obtenu, 13% de jeunes s'adonnent à la consommation de cigarettes. Mais si on devait répéter l'expérience de sélection de l'échantillon 100 fois, eh bien, la plupart des échantillons auraient une proportion qui se rapproche de la proportion qui a été observée et très peu d'échantillons auraient vraiment des proportions qui s'écartent nettement de la proportion qui a été observée. De telle sorte que la distribution de toutes les proportions d'échantillons possibles va suivre nécessairement une distribution normale. En notant encore une fois que la taille de l'échantillon soit grande et que l'échantillon soit aléatoire. Et donc, il est possible, encore une fois, de calculer la moyenne de toutes les proportions possibles. Elle sera toujours égale à la proportion de la population pi. Et encore une fois, si on peut calculer la moyenne de toutes les proportions d'échantillons possibles, c'est qu'on peut calculer aussi l'écart type de ces proportions d'échantillons. Autrement dit, les 60% des données qui sont comprises à plus ou moins un écart type ou si vous voulez une erreur type de la proportion qui a été observée. Et vous avez la formule devant vous. Donc, prenez P. P, c'est la proportion à estimer, ici 13%, multiplié par Q. Q, c'est le complément de P pour obtenir 100. Donc, 100 moins P, ce qu'on appelle Q. Donc, ici, P, c'est 13%. Q, c'est le complément pour donner 100%, autrement dit, 87. On voit bien que le calcul de l'erreur type d'une proportion est similaire à celui de l'erreur type d'une moyenne. Donc, toute erreur type se calcule en prenant la variance divisée par n, la racine carrée du tout. Ici, la variance, dans le cas d'une proportion, est symbolisée par PQ. Donc, PQ symbolise la variance, tout simplement, lorsque vous avez une variable qualitative dichotomique en l'occurrence. Donc, si on devait répéter l'expérience de sélection d'échantillons 100 fois, on est sûr à 68% que la vraie proportion au niveau de la population va se trouver dans cet intervalle. Autrement dit, à plus ou moins un écart type ou une erreur type de la proportion qui a été observée. Et si on veut être sûr à 95%, eh bien, nous savons que lorsqu'on répète encore une fois l'expérience de sélection de l'échantillon 100 fois,
Eh bien, dans 95% des cas, on va obtenir une proportion se situant à plus ou moins 1,96 erreur type ou écart type de la proportion qui a été observée. Pour un niveau de confiance de 99%, eh bien, c'est 2,58 plus ou moins l'erreur type. Par conséquent, vous voulez calculer la marge d'erreur autour de la proportion qui a été observée. Avec un niveau de confiance de 95%, mais prenez encore une fois 1,96 plus ou moins l'erreur type. Pour un niveau de confiance de 99%, c'est 2,58 plus ou moins l'erreur type. Mais voilà un peu l'intelligence qui sous-tend l'estimation par intervalle de confiance d'une proportion. C'est la même que celle pour une moyenne. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, le P, c'est la proportion à estimer, Q, c'est le complément pour obtenir le maximum. Donc la formule est similaire à celle de l'estimation de l'intervalle de confiance d'une moyenne. Tout ce qui change, c'est la façon dont on calcule l'erreur type. L'erreur type étant la racine carrée de PQ divisée par N. Revenons à notre sondage qui effectivement révélait que 13% des 1500 jeunes sondés fument du tabac. Donc on demande d'estimer par intervalle de confiance à 95% la vraie proportion de fumeurs dans la population canadienne. Autrement dit, quelle est la plus petite proportion et la plus grande proportion échantillonnale que le hasard peut donner. Encore une fois, les étapes sont les mêmes que celles dans le cas du calcul de l'intervalle de confiance d'une moyenne. Donc, vous calculez l'erreur type. Donc, vous prenez la proportion P, 13, multiplié par le complément Q, 87, divisé par la taille de l'échantillon 1500, la racine carrée de tout donne 1. Donc 1, c'est l'erreur type. Comment l'interpréter? Encore une fois, si on devait répéter l'expérience de sélection de l'échantillon 100 fois, on est sûr à 108% que la vraie proportion de fumeurs va se situer à 13% plus ou moins 1, ce qui est faible comme niveau de confiance. On veut être sûr à 95%, eh bien, on va multiplier 1,96 à l'erreur type pour obtenir 2. Donc, on est sûr que la vraie proportion se situe à 13% plus ou moins 2, avec un niveau de confiance de 95%. Bien, si vous prenez la marge d'erreur plus ou moins la proportion 13, bien, vous obtenez l'intervalle de confiance. Donc, 13 moins 2, 11. 13 plus 2, 15. Eh bien, vous avez la plus petite proportion échantillonnale et la plus grande proportion échantillonnale que le hasard peut donner. Par conséquent, on est sûr au moins à 95% que la proportion de fumeurs au niveau de toute la population jeune étudiée se situe entre 11 et 15%. Nous venons donc de procéder à la description statistique et à l'analyse inférentielle. De manière générale, si les statistiques descriptives sont plus fondamentales que les statistiques inférentielles, parce qu'il faut d'abord résumer les données, les traduire en informations avant de chercher à généraliser ces informations à la population dont est issu l'échantillon. En revanche, les statistiques inférentielles constituent la finalité, puisque ce qui nous intéresse vraiment, ce qui intéresse les chercheurs dans la plupart des cas, c'est ce qui se passe dans l'ensemble de la population à travers l'échantillon qui est observé. Bien sûr, la description statistique et l'inférence statistique ne se limitent pas à la simple analyse d'une variable, elle concerne aussi la mise en relation de deux variables ou plus.